et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux littératures arabes. Poésie, roman, BD ou littérature jeunesse, elles sont les clés de compréhension de notre monde méditerranéen. Aujourd'hui, nous en parcourons quelques pages en compagnie de notre invité, Monsieur Farouk Mardambey. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, entre autres, auteur et éditeur. Vous dirigez depuis 1994 la collection Sinbad aux éditions Actes Sud. D'origine syrienne, vous êtes l'un des promoteurs les plus actifs de la culture arabe, des cultures arabes. Ce qui m'amène à vous poser ma première question, Farouk Mardambey. Qu'y a-t-il de plus méditerranéen en vous ? Oh, il y a beaucoup de choses méditerranéennes en moi. La première chose à laquelle je pense est le goût de la sieste. Le goût de la sieste, d'ailleurs, j'en suis privé aujourd'hui. Pardonnez-nous. Et puis, bon, mais ces bateaux, tous les Méditerranéens le disent, bien sûr, un amour infini de l'huile d'olive. Je ne peux pas imaginer un repas sans huile d'olive. Alors, c'est déjà pas mal. Vous êtes à la tête, je le disais, de la collection Sinbad, qui vient tout juste de fêter ses 50 ans. Qu'est-ce que cela représente, 50 ans, dans le monde de l'édition, quand on sait que c'est un secteur particulièrement tendu, mais qui résiste malgré les crises ? Oui. Les éditions Sinbad ont été fondées en 1972. Et c'était le moment où il y avait très peu de traductions de la littérature arabe, surtout contemporaine, en français. Une quinzaine de titres, une vingtaine peut-être, mais 2 seulement existaient en librairie. Et Pierre Bernard, qui a fondé Sinbad, a pu travailler une vingtaine d'années. Il a produit 164 titres, dont une 50aine de traductions. Et Actes Sud a racheté Sinbad en 95 à la mort de Pierre Bernard. Et depuis, bon, c'est Actes Sud qui assume en fait la responsabilité de la traduction de la littérature arabe en France. Et je crois que c'est le premier éditeur même de cette littérature en Europe. Bon, maintenant, cette littérature a eu un moment, nos éditions ont eu un moment de gloire, je dirais, c'est-à-dire il y a eu des titres qui ont été très appréciés par le grand public, d'autres moins, qui sont peut-être un peu plus pointus. En ce moment, la situation n'est pas très brillante pour les littératures étrangères en général. Oui. Bon, et la littérature arabe suit ce mouvement, malheureusement. C'est une tendance. Mais nous résistons. Bien sûr. Nous résistons et nous continuons à produire un certain nombre de romans par an, des recueils de poèmes et, de temps à autre, des essais. Je crois que les œuvres traduites de l'arabe vers le français ne représentent qu'1% des traductions sur le marché français. Même moins. D'ailleurs, les derniers chiffres du syndicat de l'édition sont assez étonnants. 60% de l'anglais, 15% du japonais, 10% ou 11% des littératures européennes les plus connues, et puis 10% pour le monde entier. Bon, donc l'arabe a 0,6, 0,5 peut-être, comme le chinois d'ailleurs. Oui. Ouais. Ce qui est quand même très étonnant. Tout à fait. La Chine et l'Inde, la moitié de l'humanité, n'atteignent même pas 1% de l'ensemble des traductions. De l'ensemble des traductions. Et pour rester dans la linguistique, la langue arabe permet-elle une forme de panarabisme littéraire, panarabisme culturel ? Est-ce que c'est un facteur d'unité ? Oui, c'est-à-dire le langage de la presse, la langue de la littérature, de la poésie, du roman, c'est cette langue arabe moderne, médiane, qui a commencé à évoluer d'une manière très vivante d'ailleurs depuis la fin du 19e siècle. Et il existe aujourd'hui ce que j'appelle un champ culturel arabe unifié, malgré l'atomisation politique du monde arabe. Bien sûr. Cela veut dire que un romancier marocain, par exemple, est lu en Irak, un Irakien est lu en Égypte, et ainsi de suite. Les prix littéraires ont beaucoup contribué à cela. Les prix littéraires, à vrai dire, très généreux, qui ont été accordés et décernés par les pays du Golfe. Cela a fait que chaque année, il y a des shortlists dans lesquelles on trouve des auteurs venant de la plupart du monde arabe.
Donc il y a une langue arabe médiane qui est parlée par tout le monde, par les intellectuels, et qui est la langue écrite de la littérature. Les liens qui unissent la littérature et la société dont elle est issue sont plus qu'évidents. Pendant longtemps, la poésie a été le genre majeur dans le monde arabe. Que devient-elle, cette poésie, et comment on explique ce glissement tout récent vers le roman? La poésie a suivi dans le monde arabe le même mouvement qu'elle a connu dans le monde entier. C'est-à-dire, si on lit moins de poésie dans le monde arabe, on lit aussi beaucoup moins de poésie en France. Oui, tout à fait. En Amérique latine et ailleurs. La poésie était dite le registre des Arabes, diwan, qu'on disait, le registre des Arabes. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est le roman qui est le registre des Arabes, c'est-à-dire qui est au diapason de la vie sociale, politique, des soubresauts du monde arabe, des bouleversements que nous connaissons. C'est le monde arabe, il se fait que c'est la zone des tempêtes dans le monde, et il est évident que les écrivains ne peuvent pas être... Je ne veux pas dire que c'est une littérature engagée dans le sens où c'est une littérature idéologique. Elle n'est pas. C'est-à-dire, on ne suit pas une ligne bien précise. Oui, mais il y a des échos bien de sûr. Ce qui se passe dans le monde arabe, bien sûr, dans la littérature, qu'il s'agisse de la poésie ou du roman. Maintenant, pourquoi le roman est devenu, c'est quelque chose aussi d'universel. Le roman correspond le plus au monde contemporain dans lequel nous vivons, et les lecteurs arabes aujourd'hui sont plus friands de romans que de poésie. Et on a vu le portrait de Mahmoud Darwish, oui. grand poète. Oui, mais justement, il est très difficile aujourd'hui d'être comme Darwish, c'est-à-dire d'être un poète très exigeant, oui. Et en même temps être très populaire. Aujourd'hui, il y a des poètes magnifiques, mais qui vendent à quelques centaines d'exemplaires, lui qui était à des milliers ou parfois à des dizaines de milliers. Voilà. Oui. Et c'est l'occasion pour moi d'annoncer une rencontre dédicace avec la poétesse syrienne, d'ailleurs, Maram Al-Masri, à la librairie La Marge à Ajaccio. Ce sera jeudi 16 mars à partir de 17h. Alors, vous l'évoquiez, les liens entre littérature et société. Le monde arabe est agité de bouleversements politiques, religieux, militaires, pour ne parler que de l'époque contemporaine et toute récente. Il y a eu les révolutions, les printemps arabes, la crise migratoire, la guerre en Syrie, pour ne citer que ça. Constatez-vous, à chaque soubresaut, un nouveau souffle dans la production littéraire? Oui, il y a les printemps arabes oui. ont eu des échos en littérature. Nous n'avons pas encore de grands romans à la hauteur des événements, de grands romans. Il y a des romans très bons, qui ont été publiés depuis, qui sont... C'est-à-dire, il y a eu la révolution, il y a eu la contre-révolution. Et c'est la contre-révolution qui a provoqué cette veine dystopique qu'on trouve dans certains romans, comme celui, par exemple, 3 saisons en enfer, de Mohamed Rabia, de l'auteur, ou d'autres. Là, c'est le plus noir. Il y a d'autres qui sont moins noirs, mais qui sont aussi dystopiques. C'est-à-dire, on voit l'avenir... avec beaucoup de pessimisme. C'est une forme de réalisme, au final, quand on applique ça au monde arabe. Mais il y a des choses quand même très positives dans tout cela. La première, à mon avis, c'est le fait que le domaine géographique de la littérature arabe s'est beaucoup élargi depuis une trentaine, quarantaine d'années, avec l'arabisation des littératures maghrébines, y compris algériennes, puisqu'on écrit plus en arabe aujourd'hui dans les pays du Maghreb qu'auparavant. Et deuxièmement, par l'éruption aussi de la littérature de la péninsule arabique, Arabie Saoudite, Yémen, pays du Golfe, qui produit aussi de bons romans, de la bonne poésie aujourd'hui. Donc il y a eu cette extension. Il y a eu le phénomène dont vous avez parlé, de la primauté du roman, et il y a aussi le goût de la transgression des tabous. Aujourd'hui, les tabous ne tiennent plus. C'est-à-dire, on parlait toujours du triangle des tabous dans le monde arabe, tabous religieux, politiques, sexuels. Cela ne tient plus. C'est-à-dire, ça a volé en éclats. D'abord, il y a les moyens modernes de communication qui rend la censure complètement anachronique. Et il y a le fait aussi que tous les auteurs ont pris beaucoup de courage pour
confrontés pour affronter ces données. Et ce qui est réjouissant aussi, c'est l'importance de des littératures féminines. Oui. Bon, aujourd'hui, les femmes contribuent vraiment de plein pied. Elles ont une vraie place dans le... Et partout. Et partout. Là où on s'attend le moins. Vous allez trouver de très bonnes écrivaines en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, etc. Comme partout dans le monde arabe. Je veux dire que c'est un phénomène général, l'irruption de la littérature féminine, une littérature très vivante oui. et très audacieuse. Est-ce que c'est aussi une littérature de l'exil, du combat, de résistance ? Oui, dans la situation où se trouve le monde arabe, je crois que les écrivains ne peuvent pas être indifférents à ce qui se passe, sans être engagés dans le sens obligation oui. d'engagement. Mais ils contribuent à la résistance sociale en général aux deux fléaux qui étouffe le monde arabe, le despotisme des gouvernants et l'islamisme militant, qui sont qui occupent la place publique et qui laissent très peu de place au mouvement démocratique dans le monde arabe. Est-ce qu'on s'amuse aussi dans la littérature arabe ? Parce que là, on parle de choses graves, oui, lourdes. Est-ce qu'on sait s'amuser ? Est-ce qu'il y a de l'humour quand même ? Oui, mais dans ces conditions, pour s'échapper un peu. C'est pas une littérature folichonne, quoi. Bon, mais il y a, à mon avis, en plus de cette veine dystopique, il y a un goût de la dérision. Oui. Il y a une ironie féroce. Il y a un humour noir, un humour amer, comme par exemple dans la dernière publication de Sinbad Actes Sud, le roman de Shadi Lewis, qui s'intitule Sur le méridien de Greenwich. Oui, qui est savoureux. Et voilà, et on sourit du début jusqu'à la fin en lisant ce roman, alors qu'il s'agit de choses très sérieuses. Tout à fait. Voilà. Vous le disiez, les auteurs jouent un rôle d'utilité publique. Est-ce que c'est une responsabilité, selon vous, qu'ils doivent endosser ? C'est une responsabilité lourde, à vrai dire, depuis quelques années, parce que très peu d'éditeurs français, malheureusement, sont entrés dans la danse. Très peu font de la littérature arabe. Et on avait des rapports très précis qui montraient que Actes Sud assumait plus de 75% de la production. C'est beaucoup. Et ce n'est pas très sain, à mon avis. À mon avis, il faut qu'il y ait une émulation, il faut qu'il y ait une concurrence, etc. Mais c'est la situation. Là, en ce moment, nous baissons un peu la production. J'espère que d'autres éditeurs, au contraire, augmenteront la leur. Bien sûr. Et je pose souvent la question, quand il s'agit de culture, qu'est-ce qu'un auteur, un artiste en général, dit de plus ou de mieux qu'un politique ? S'il disait que ce que disaient les politiques, il ne serait pas un artiste, de toute façon. Non, d'ailleurs, en parlant de cette littérature, nous avons parlé de ces liens avec l'actualité. Mais ces liens avec l'actualité, c'est rien s'il n'y a pas toute la dimension artistique, l'apport esthétique, le savoir-faire des auteurs et le talent des écrivains. Non, il apporte. Et en plus, il y a quelque chose de plus qui est de toucher à l'intimité des personnages. C'est-à-dire, à travers la littérature arabe aujourd'hui, on n'a pas seulement un tableau politique, mais on pénètre dans au sein, dans les familles, dans les cœurs des hommes et des femmes de cette région du monde. Et on comprend la crise morale qu'il y a dans le monde arabe, parce qu'il n'y a pas qu'une crise politique, il y a une crise morale profonde. Et cette crise morale, justement, ce n'est pas les politiques qui l'expriment, mais les auteurs, mais les écrivains. Et les artistes, d'ailleurs, aussi les artistes peintres, les musiciens, etc. Les auteurs mettent leur liberté, leur vie parfois en jeu. Évidemment, on pense à Salman Rushdie, victime cet été aux États-Unis d'une attaque au couteau perpétrée par un jeune extrémiste américain. L'auteur a survécu, mais il a perdu l'usage d'une main et d'un œil. Son dernier livre, Victory City, est sorti en février dernier, la version française chez Actes Sud. On pourrait également en citer d'autres, comme le Turc Nedim Gürsel, censuré dans son pays, ou les Algériens, dont vous parliez, Rachid Boujedra, ou encore Kamel Daoud. Ce dernier est frappé lui aussi par une fatwa. Il était lauréat du prix Goncourt pour Meursault contre enquête. Voilà, donc ce n'est pas anodin d'écrire, ce n'est pas un geste anodin de créer.
Ce n'est pas un geste anodin. D'ailleurs, comme vous savez, Naguib Mahfouz lui-même a été agressé. Bon, et puis il y a des écrivains qui ont été assassinés. Beaucoup d'écrivains ont été assassinés au Liban, notamment. Bon, le pays en principe le plus libéral, etc. Mais à la faveur de la guerre civile, des violences au Liban, il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont été assassinés, dont mon ami Samir Kassir, le journaliste brillant, qui a beaucoup contribué en France à faire connaître aussi le monde arabe. Voilà. C'est pour toutes ces raisons que la littérature arabe doit rayonner, voyager au-delà du monde arabe. Oui, moi je crois qu'elle apporte, dans le temps, on disait que un roman peut faire comprendre aux lecteurs français ou européens ce qui se passe vraiment dans le monde arabe, beaucoup plus qu'un essai. C'est plus proche parce que, comme je l'ai dit, ça touche des personnes en chair et en os. On ne parle pas d'abstraction, de force politique, mais d'hommes et de femmes qui vivent leur vie et on les voit affronter à tous ces problèmes, à toute cette horreur, à vrai dire, dans la plupart des pays arabes. Donc, bien sûr, cette littérature apporte beaucoup. Il faut, bien entendu, qu'elle soit de la littérature. C'est-à-dire, ce n'est pas un discours politique. Bien sûr. Ce n'est pas c'est le talent de l'auteur là est primordial, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il arrive à transmettre quelque chose, la sensibilité, sa propre sensibilité au lecteur lointain, à travers la traduction. La traduction fait perdre un peu. Bon, dans le roman, beaucoup moins qu'en poésie, mais quand même, nous avons heureusement de très bons traducteurs de l'arabe et ils font très bien leur travail. C'est de passer aussi du personnel, de l'intime à l'universel, c'est ça la clé, en fait? Oui, bon, alors pour ce qui est de l'universel, moi je crois que l'essentiel est que l'écrivain s'affirme dans sa propre société d'abord, c'est-à-dire qu'il puisse avoir un enracinement dans sa société, qu'il soit lu par les lecteurs auxquels il s'adresse en premier, qui sont les lecteurs de langue arabe. Ensuite, bien entendu, quand il est solidement enraciné sur place, il peut aller vers l'étranger. Ceux qui ont réussi, enfin les grands noms aujourd'hui qui existent dans le paysage culturel en France, bon, aujourd'hui, vous demandez à un intellectuel français, à un homme cultivé, qui sont des... Bon, il a entendu parler de Naguib Mahfouz, de Darwish, de Alaa Aswani, bon... Mais ils ne sont pas très nombreux. C'est-à-dire, ce sont tous des gens qui ont, avant de sortir à l'étranger, ont été très solides à l'intérieur. Un ancrage dans le territoire. Farouk Mardambey, je vous propose de passer à notre Zoom de la semaine. Alors, plus d'un mois après les tremblements de terre du 6 février dernier qui ont meurtri une partie de la Turquie et de la Syrie, le bilan humain a dépassé les 50 000 morts. La Syrie, plus particulièrement, était déjà marquée par près de 12 années de guerre civile. L'aide internationale a mis trop de temps à s'organiser, trop de temps à accéder aux zones dévastées, aux populations sinistrées. Dans ce chaos, le président syrien Bachar al-Assad semble tirer son épingle du jeu et revenir sur la scène diplomatique. Depuis la catastrophe, certains pays arabes comme l'Égypte, la Jordanie ou encore les Émirats arabes unis ont envoyé de l'aide à la Syrie, mais également des émissaires pour témoigner de leur solidarité. Ils ont fait le déplacement donc jusqu'à Damas. On va voir des images, voilà, où le président, accompagné de la première dame, visite un hôpital à Alep. C'était le 11 février dernier. Par la suite, Bachar al-Assad s'est rendu à Oman pour y rencontrer le sultan. C'était le premier voyage officiel dans ce pays en plus d'une décennie de guerre civile. Et puis 3 jours après, à Damas, il recevait le ministre des Affaires étrangères arménien et l'histoire continue. Farouk Mardambey, Bachar al-Assad est-il redevenu fréquentable? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est-à-dire, il faut dire que les gens qui le fréquentent ne sont pas eux-mêmes fréquentables. Bon, c'est-à-dire que le sultan d'Oman, ou je ne sais pas qui, des Mamours, bon, ça ne veut rien dire. La Syrie est un pays sinistré, 500 000 morts, la moitié de la population déplacée, dont près de 7 millions à l'étranger.
une situation alimentaire épouvantable. L'ONU estime qu'il y a 92% de la population qui ont besoin d'une aide alimentaire, que plus de 70% sont en deçà du seuil extrême de la pauvreté. Oui. Bon, dans ce cas-là, bon, dire que on voit que Bachar al-Assad profite, en fait, tire profit de la nouvelle tragédie qui frappe la Syrie pour se présenté de nouveau comme un président fréquentable. Oui. Bon, là, sa visite à Alep était absolument honteuse. C'est absolument honteux de faire ça, c'est-à-dire d'aller vers une ville qu'il a détruite. C'est lui qui a détruit la moitié de la ville, et puis aller là pour, soi-disant, visiter un hôpital et tout cela. Non, je crois que il n'y a pas de solution en Syrie, il n'y a pas de sortie de cela sans le départ de ce régime. Ouais. C'est impossible. Vous êtes, avec Ziad Majed et Soubi Madidi, l'un des auteurs de l'ouvrage Dans la tête de Bachar al-Assad. Est-ce que Bachar al-Assad a-t-il été en fait une construction bien opportune en fait de l'Occident, qui pendant longtemps n'a voulu voir en lui qu'un jeune médecin occidentalisé qui a fait une partie de ses études à Londres, qui n'était même pas censé régner? Est-ce que c'était pas finalement très commode de penser ça de Bachar al-Assad? Oui, en principe, son père préparait le fils aîné. Oui. Bon, mais le fils aîné est mort dans un accident de voiture. Donc on a été à Londres, mais Bachar, et on l'a désigné comme futur président. Et justement, c'est là où des pays occidentaux ont joué un rôle. J'allais dire un gros mot, parce que, vous savez, par exemple, le président Chirac a reçu Bachar al-Assad comme futur président de la Syrie, alors qu'il n'était même pas élu. C'est-à-dire, il a reçu à l'Élysée comme un chef d'État. Voilà votre il a légitimé Bachar al-Assad. Bon. Et il faut dire que quand il est arrivé au pouvoir, il a fait une petite ouverture, ce qui a fait que les pays occidentaux l'ont appuyé. Oui. Bon. Mais cela a duré 6 mois. Pas plus. Et puis tous les clubs de discussion qui avaient été formés, toutes les organisations des droits de l'homme qui ont commencé à travailler sur le terrain ont été réprimés durement. Et rien que d'imaginer que le père Hafez Assad a régné pendant 30 ans, que Bachar al-Assad est ici depuis 22 ans, c'est-à-dire on impose aux Syriens 52 ans d'une même famille, quoi. Oui. Et sans parler que des autres, comme l'oncle Rifat al-Assad qui était ici, qui a fait pas mal de scandales, que l'autre cousin qui dominait 66% de l'économie du pays, etc. C'est-à-dire une famille qui a mis la main sur un pays et un peuple. Sur le pays, oui. À tous les niveaux, au niveau économique, politique et tout. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un embryon d'opposition? Bon, il y a des oppositions en Syrie. Il faut dire que ce pays n'a pas connu de vie politique depuis avant même que Hafez Assad n'arrive au pouvoir, depuis que le parti Baas a pris le pouvoir en 1963. Tous les partis politiques ont été interdits, oui. C'est-à-dire il y a eu des succursales du parti Baas, mais il n'y avait pas de vie politique. Bon, il n'y a pas de vie syndicale, il n'y a pas eu de syndicat. Toutes les organisations professionnelles ont été détruites au début des années 80. Bon, ce qui fait que le pays a été, on a dit que c'était le royaume du silence, oui. Le royaume de la peur, et il n'y avait pas de vie politique du tout. Quand le soulèvement a commencé en 2011, il n'y avait pas de force politique pour diriger le mouvement. Mmh. C'était un mouvement spontané. Des jeunes se sont révoltés, ont fait des manifestations, étaient réprimés. Et comme il n'y a pas eu de direction démocratique, des islamistes, des djihadistes sont entrés là, et notamment Daesh, et oui. Vous connaissez la suite. Et pour revenir à notre thème du jour, la littérature arabe, je ne peux que recommander la lecture de la BD L'Arabe du futur de Riyad Satouf chez Alary Éditions. Et en parlant de futur, vous avez pensé aux jeunes lecteurs avec la collection bilingue dédiée Sinbad Jeunesse. Oui. Vous nous en dites quelques mots de ce Sinbad Jeunesse? Oui, à vrai dire, depuis longtemps, moi je pensais qu'il fallait faire connaître aussi au public français la production jeunesse dans le monde arabe. Et puis qu'il y avait un besoin aussi ici des familles
mais aussi pour le large public, de livres bilingues, qui pourraient aider à l'apprentissage de l'arabe en France, mais aussi à l'apprentissage du français dans les pays arabes. Et donc, d'où cette collection. Nous n'avons publié que 4 titres, 2 albums, l'un traduit du français, l'autre traduit de l'arabe, et 2 courts romans, en fait 2 nouvelles, une nouvelle et un conte, aussi, arabe-français. Et nous allons lancer 2 autres au mois de mai, et puis 2 autres, j'espère, au mois de septembre. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Oui, nous sommes là dans une période expérimentale, il faut le dire. Nous essayons de voir, est-ce que c'est la bonne formule? Par exemple, le bilinguisme, nous posons des questions. Et nous posons la question à l'éducation nationale, à la direction de la francophonie, et dans les pays arabes, c'est bien aux pour écoles tester. dans les pays arabes. Est-ce que cela vous donne quelque chose d'utile? Ce n'est pas une manie de nous de vouloir faire. On voudrait vraiment être utile. Très bien. Dans ça, voilà. Farouk Mardamber, on va écouter votre chanson de la fin. C'est la grande voix libanaise Férouz. Pour conclure, il nous reste une poignée de secondes. Le titre « Nous et la Lune sommes voisins », c'est magnifique. Sommes voisins. Farouk Mardamber, merci de m'avoir accompagné durant cette émission. Aux 50 prochaines années et bien plus encore de la collection Sinbad. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, toujours sur France 3 Corse via Stella ou sur le site France.tv pour le replay. Et on va se quitter sur des images de manifestation du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, un peu partout en Méditerranée. Alors on va en Italie, en Turquie, en Palestine, et pour l'occasion, on a un peu repoussé les frontières jusqu'en Afghanistan et en Iran, où les femmes se battent pour leurs droits, leur liberté, leur vie et celle des jeunes générations. Salut! Aujourd'hui.